Chapitre 5 de la sensation. Ce qui est perçu dans une distance et dans tous les rapports de lieu qui supposent des distances, comme sont les reliefs, les formes et les grandeurs, c'est toujours l'effet d'un mouvement simplement possible. Il importe de réfléchir longtemps là-dessus, car c'est de là que dérivent les caractères paradoxaux de l'espace des géomètres, forme de toute chose et qui n'a rien d'une chose. Par exemple, ce que je perçois comme relief, ce n'est pas un relief actuel, je veux dire connu par le toucher dans le moment même. Ce sont des signes que je connais et qui me font prévoir ce que je percevrai avec les mains si je les portais en avant. Cela est vrai de toute distance, qui n'est jamais anticipation, qu'anticipation. Je reviendrai là-dessus. Je veux suivre à présent une réflexion qui sans doute se présente d'elle-même à votre esprit. C'est que tout n'est pas anticipation. Ces signes comme tels sont bien donnés actuellement. Ce sont des faits à proprement parler. Et si j'y regarde de près, ce sont des faits de mes yeux, de mes oreilles, de mes mains. Je puis interpréter mal un bourdonnement d'oreilles, mais toujours est-il que je le sens. Quand il ne résulterait que du sang qui circule dans les vaisseaux, toujours est-il que je le sens. Je me trompe sur un relief, mais je sens bien cette lumière et cette ombre. Et quand cette ombre ne viendrait que d'une fatigue de mon œil, il n'en est pas moins vrai que je la sens, comme il est vrai que je sens ces couleurs trompeuses qui suivent les lumières vives, ou bien ces formes changeantes et indistinctes dans la nuit noire, si j'ai lu trop longtemps. Il se peut que par un préjugé, j'interprète mal des pressions sur mes doigts, mais encore est-il que je les sens. Et si le vin me semble amer parce que j'ai la fièvre, toujours est-il vrai que je sens cette amertume. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de donné actuellement sur quoi je raisonne, d'après quoi je devine et j'anticipe. Et le mouvement apparent ou réel ne serait point perçu sans quelque changement dans les couleurs et les lumières. Rien n'est plus simple ni plus aisément reçu. Je perçois les choses d'après ce que je sens par leur action physique sur mon corps, et ce premier donné sans quoi je ne percevrai rien, c'est ce qu'on appelle la sensation. Mais cela posé, il reste à faire deux remarques d'importance. D'abord, il ne faut pas ici s'égarer dans les chemins des physiologistes et vouloir entendre par sensation des mouvements physiques produits par les choses dans les organes des sens ou dans le cerveau. Parler ainsi, c'est décrire une perception composée, en grande partie imaginaire, par laquelle le physiologiste se représente la structure du corps humain et les ripostes aux actions extérieures. Pensez bien à cette méprise si commune, quoique assez grossière. Je dois considérer une perception que j'ai et chercher par élimination de ce qui est appris ou conclu à déterminer ce qui est seulement présenté. J'arrive par là à ma seconde remarque. C'est qu'il n'est pas si facile de connaître ce qu'est la sensation sans anticipation aucune, car je ne puis bien dire pour la vue que le donné consiste en des taches de couleurs juxtaposées, mais qui ne voit que c'est encore là une perception simplifiée dans laquelle je veux rapporter toutes les couleurs à un tableau sans relief, situé à quelque distance de mes yeux. La pure sensation de couleur est certainement quelque chose de plus simple et qui ne devrait même pas être senti dans telle ou telle partie de mon corps, car sentir ainsi, c'est encore percevoir. J'entends connaître des formes, des dimensions et des situations. Il faudrait donc, pour saisir la sensation pure, penser sans penser en quelque sorte. De quoi certains états inexprimables de rêverie, de semi-sommeil, de premier éveil peuvent bien nous rapprocher, de même que les premières impressions d'un aveugle à qui la vue est révélée, mais justement, il ne sait qu'en dire, et il n'en garde pas plus de souvenirs que nous n'en gardons de nos premières impressions d'enfant. Ces remarques sont pour écarter cette idéologie grossière d'après laquelle nos sensations se suivent, se distinguent, s'enchaînent, s'évoquent, comme les faits les plus nets de tous et les mieux circonscrits. Nous aurons à dire qu'un fait est autre chose que ce premier choc, et que cette première rencontre de l'objet et du sujet. Il y faudra distinguer la matière et la forme, ainsi que la perception la plus simple nous en avertit déjà. Il y a un autre chemin bien plus ardu, et à peine exploré pour distinguer perception et sensation. Il faut alors considérer la qualité et la quantité, et les définir par leur caractère, ce qui jette aussitôt dans les spéculations les plus difficiles, et c'est une des parties de la critique de la raison pure qui donne le plus de peine au lecteur. Essayons ici encore de décrire exactement ce que c'est que grandeur et ce que c'est que qualité. Quand la grandeur s'accroît, par exemple, quand je tire une ligne, quand je compte, les parties de la quantité s'ajoutent en restant distinctes. Quand la réalité s'accroît, par exemple, quand la qualité s'accroît, par exemple, quand une lumière devient de plus en plus vive, ce qui s'ajoute à la clarté s'y incorpore sans aucune distinction. On pourrait bien dire que la lumière est changée. La lumière que j'appelle plus vive est réellement une autre lumière, qu'un bleu plus riche est réellement un autre bleu, une pression plus forte une autre pression, et ainsi de reste. Pour
Pourtant, je suis invinciblement porté à me représenter une lumière s'accroissant en intensité seulement, depuis la plus faible impression jusqu'à l'éclat qui m'éblouit. Cette grandeur qui peut ainsi croître et décroître dans le temps seulement est proprement ce qu'on appelle l'intensité. Mais il semble que ce ne soit pas la qualité pure, que nous aidions ici de la grandeur proprement dite pour y ranger sous notre regard ces intensités juxtaposées. Dans la sensation pure, il n'y aurait jamais ni accroissement, ni diminution, ni grandeur à proprement parler, mais seulement changement et nouveauté. Chose inexprimable, mais enfin il est permis de s'en approcher en raffinant sur l'expression, comme beaucoup l'ont tenté, cherchant à décrire les impressions originaires ou données immédiates, telles qu'elles seraient avant tout toute géométrie. Mais il suffit de définir ces recherches subtiles et de prévoir que le langage ne les traduira jamais qu'imparfaitement. L'étude spéciale de la mémoire expliquera mieux sans doute qu'il est vain de rechercher la première expérience ou la première impression. Ces entreprises enferment, semble-t-il, la perception justement la plus audacieuse et qui interprète le plus. Chapitre 6 de l'espace. Peut-être le lecteur commence-t-il à saisir dans son sens plein ce beau mot de représentation si heureusement employé par quelques bons philosophes. Les choses ne nous sont point représentées, ne nous sont point présentées, mais nous les présentons, ou mieux, nous les représentons. Dans notre perception si simple qu'on veuille la prendre, il y a toujours souvenir, reconstitution, résumé d'expérience. Seulement il est utile de distinguer ce qui est jugement parlé et déjà science de ce qui est intuition. L'intuitif s'oppose au discursif, comme la connaissance immédiate, du moins à l'apparence, s'oppose à la connaissance que nous formons par recherche, rappel et raisonnement. Or, notre perception est toujours complétée et commencée par des discours, des rapprochements, des conjectures. Par exemple, je me dis que cette ligne d'arbre marque telle route, ou que ce triangle sombre est la pointe de tel rocher, ou encore je me dis que tel ronflement annonce telle voiture automobile. Et l'on pourrait bien croire que ces connaissances sont intuitives au sens vulgaire du mot. Mais il s'agit justement dans le présent chapitre de faire apparaître une connaissance intuitive, dans le sens le plus rigoureux, c'est-à-dire qui traduit des connaissances, et même très précieuses, par quelques caractères de la représentation qui nous touche comme une chose. Je vois cet horizon fort loin. À parler rigoureusement et d'après ce que m'annoncent mes yeux, il est présent par sa couleur aussi bien que le reste, ou non distant si l'on veut. Mais cette distance pourtant me touche comme une chose, elle est même la vérité de la chose, ce que je puis tirer de cette couleur bleuâtre. Cette distance qui m'apparaît si bien et qui fait même apparaître tout le reste, donnant un sens aux grandeurs, aux formes et aux couleurs, n'est pourtant pas une chose, faites-y bien attention. Cette distance n'est nullement une propriété de cet horizon. Non, mais un rapport de ces choses à d'autres et à moi. Si je veux la connaître, cette distance en la parcourant, je la supprime. En un sens, j'en aurais bien alors l'expérience, quoique toujours par représentation, mais telle que je la vois maintenant, telle que je crois la sentir maintenant, telle que je la pense maintenant, je la connais. J'en ai toute l'expérience possible. C'est qu'elle est de moi, non des choses. Je la pose, je la trace, je la détermine. Vrai ou fausse, elle est toujours distance. Rapport indivisible, non point parcouru. En fait, ces parties étant ajoutées les unes aux autres, mais posées toutes et ensuite divisées et parcourues, et donnant d'avance un sens à la division et au parcours. Une direction offre plus clairement encore les mêmes caractères, car elle ordonne les choses par rapport aux rotations de mon corps, mais elle n'est pourtant pas une chose, elle détermine. Elle est de forme définie, opposée, non pas reçue. Tous les paradoxes sur l'espace sont ici ramassés, et toutes les difficultés sur lesquelles on passe souvent trop vite, comme si elles étaient des inventions d'auteurs. Distance et direction, ce sont les deux armes du géomètre, et nous ne serons pas surpris qu'ils les connaissent si bien, non pas sans le secours d'aucune chose, mais sur des choses arbitrairement prises. Blanc sur noir, des points, lignes et angles, mais n'anticipons pas trop. J'ai choisi parmi les distances celle qu'on nomme la profondeur, parce que les caractères de l'espace qui n'est pas, mais qui est posé et qui détermine l'expérience y apparaissent plus aisément. Considérez maintenant les autres distances qui sont comme étalées devant vos yeux, ou ces distances invisibles, distances d'aveugle, qui déterminent un effort à faire. Vous reconnaîtrez que ces distances sont des distances aussi, c'est-à-dire des rapports indivisibles, de même espèce que la profondeur. Et n'allez pas prendre non plus pour surface des couleurs miroitantes.
Croyez-vous que ce paysage que vous voulez étaler sur un plan dessine par lui-même un plan, j'entends par ses couleurs riches ou pauvres, plaisantes ou tristes à voir? Pour vous détourner de cette illusion, je vous fais remarquer seulement que ce plan n'a de sens que par une profondeur qui vous sépare de lui. Et quant aux surfaces qui se présentent obliquement et que vous redressez une pensée comme celle de cet étang, ou bien la courbe de cette côte, donnant ainsi un sens à une place et une place à chaque chose, pensant la vérité dans l'apparence et comprenant l'apparence dans ses formes rigoureuses, c'est encore plus évident. Quant au volume, ils sont toujours devinés, posés, pensés, car on n'y entre point, sinon en les divisant, en découvrant et devinant d'autres surfaces et d'autres volumes derrière. Revenons maintenant à notre dé cubique, qui sans doute vous instruira mieux. Chacun peut savoir ce que c'est qu'un cube par des définitions, arête égale, angle égaux, face égale. Mais nul ne voit le cube ainsi, nul ne le touche ainsi. Se représenter la forme de ce dé cubique, c'est maintenir et affirmer dans l'expérience cette forme qu'aucune expérience ne fait voir ni toucher. Bien mieux, c'est expliquer toutes les apparences, les perspectives, jusqu'aux ombres portées par d'autres positions de direction et de distance où la science apparaît déjà. Mais dessinez divers aspects de ce cube et admirez comme vous reconnaissez la même forme. Faites mieux. Dessinez le cube avec toutes ses arêtes visibles, comme s'il était fait de tringles de fer, et exercez-vous à le penser sous deux aspects, tantôt vu d'un côté et par-dessus tout, tantôt vu de l'autre côté et par-dessous. Vous verrez l'apparence prendre forme et sens au commandement. Il n'est peut-être pas d'expérience philosophique qui soit plus propre que celle-là à orienter pour toujours la réflexion dans les vrais chemins. Disons, pour résumer, que nous percevons les choses en l'espace, et que l'espace n'est pas un objet des sens, quoique les objets des sens ne soient ordonnés, distingués et perçus que par l'espace. Disons que l'espace est continu, c'est-à-dire indivisible, qu'il est par lui-même sans grandeur ni forme, quoiqu'il soit le père des grandeurs et des formes, et enfin qu'il n'existe nullement à la manière d'un caillou. Par où il apparaîtra déjà que des questions comme celle-ci, l'espace est-il fini ou infini, n'ont aucun sens, mais il y aura lieu de revenir plus d'une fois là-dessus. Mais ce passage difficile, consultez vos forces. Dans ce passage difficile, consultez vos forces. Vous savez un peu maintenant ce que c'est que philosopher. Si ce genre de recherche ne vous donne pas de joie, c'est un signe des dieux. Laissez ce livre. Chapitre 7. Le sentiment de l'effort. On a compris que la perception n'est vivante que par le mouvement. Le loin, c'est où je puis aller. Le relief, c'est où je puis me heurter. À l'angle, il faudra tourner. Tel est le texte de nos perceptions, des positions et des chemins. Mais il y a de l'immobile dans la perception. Cette hésitation devant le mouvement et devant la forme n'est pas simplement un discours, comme lorsqu'Ulysse, nageant, se dresse et regarde les rochers. Nous vivons dans le sentiment des solides qui nous entourent. Et voilà l'effort, si amplement considéré par Mène de Biran, homme étranger à la philosophie, et qui ne s'est pas résigné à voir les choses sur un plan. Ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est analyser le sentiment de l'effort. Quand je presse ma main contre une surface, il faut distinguer ainsi la pression sur la peau, remarquable en ceci qu'elle peut changer par un imperceptible mouvement des muscles qui se tendent ou renoncent. On a décrit des pages sur les sensations musculaires qui sont fort complexes. Allongez lentement votre bras, faites-vous aveugle et observez ce qui est senti dans les muscles. Vous trouverez peu. Chose digne de remarque, la plupart de ces sensations sont dues à la pression des vêtements. Ainsi, si vous pliez le bras, le pli de l'étoffe fait sentir une pression contre le biceps. Telles sont les très riches données sur lesquelles repose la contemplation de l'univers, mélange de sensations et d'émotions faciles à analyser dans le vertige. Je regarde l'abîme et je me sens attiré par ce creux. Ce sentiment est fort vif et très touchant. Il consiste à un grand nombre de sensations musculaires, c'est-à-dire pour éviter des discussions sans fin qui nous signalent une contraction ou un relâchement. Nous commençons à tomber et à nous retenir. Les puissants muscles abdominaux nous tirent en arrière et se font sentir au creux de l'estomac. Par contagion, les muscles respiratoires sont gênés et en alerte. C'est un bel exemple de peur. Ce qu'il est à propos de comprendre, c'est que ces efforts sur nous-mêmes font le relief et le creux de nos perceptions, sans aucun mouvement de nous, simplement par l'essai ou la préparation de certains mouvements. Pour rendre ces choses plus sensibles, on peut remarquer ce qui arrive dans les vues stéréoscopiques très grossies, par exemple, des brins d'herbe, un caillou. Le relief se produit tout d'un coup et se traduit par un mouvement de recul assez sensible qui exprime la peur de se heurter à ces reliefs insolites. Notre visage n'est pas si près des herbes et des cailloux. Ce sont de petits efforts sentis qui nous donnent cette sorte de peur ou d'émotion ou de secousse.
Ce dernier mot exprime bien notre contact à nous-mêmes quand il est subi et peu habituel. Au reste, notre corps ne cesse jamais d'être appuyé à la terre par son poids, et les sensations dont la plante des pieds et le siège doivent être considérées comme des signaux concernant notre sécurité d'équilibre. Tel est donc l'effort au point de vue de la connaissance. L'effort multiplie nos sensations, les affine et les nuances. Songez à l'effort léger du médecin qui cherche le pouls et à l'extrême délicatesse à laquelle conduit un toucher plus ou moins appuyé. Mène de Biran a insisté beaucoup sur les sensations olfactives, autant qu'elles résultent de petits efforts respiratoires. Il va jusqu'à dire que sans aucun mouvement, ces sensations seraient nulles. Il se peut bien que toutes les sensations du toucher, et l'olfaction est un léger toucher de l'air, naissent de l'exploration musculaire d'après ce privilège que nous avons de faire varier l'intensité par un effort volontaire. C'est ainsi par exemple que nous éprouvons une pointe ou un tranchant. Le poli du métal est exploré de la même manière à la délicatesse de la connaissance, est alors en rapport avec la légèreté du contact. L'homme de métier effleure en explorant et se donne à lui-même les degrés de l'intensité sans aller jusqu'à la douleur. Explorer une surface chaude, ce n'est pas se brûler, c'est provoquer une légère brûlure. Ce qui nous instruit alors, c'est surtout le léger travail des muscles qui avancent et retirent la surface sensible. La somme des efforts donne l'équivalent de la brûlure et de la coupure. Notre représentation est donc un sentiment complexe de nos efforts. Par ces légères émotions, nous animons nos perceptions, nous les ravivons, et nous préparons nos mouvements en usant en quelque sorte la petite crainte qui nous tient toujours quand nous agissons. Il faut redire que la marche, entreprise contre la pesanteur, et la station debout ne nous deviennent habituelles que lorsque nous avons vaincu la peur de tomber, si naturelle. Ainsi, la connaissance de la position de notre corps, qui est la base de toutes nos perceptions, n'est jamais passive. Elle résulte de petits changements essayés et d'un continuel travail des muscles. Nous avons le sentiment de notre mouvement par un changement des perspectives. Toutefois, observez qu'un tel changement ne nous dit pas si notre corps se meut ou si ce sont les autres corps. On sait que dans un bateau en marche, on pourra voir les digues, les bouées se mouvoir, et cette illusion bien connue se produit surtout sur l'eau, parce qu'alors le mouvement de la barque ne s'accompagne d'aucun sentiment d'effort, si ce n'est pour le rameur, qui lui n'a pas l'illusion que je disais, parce qu'il sent son propre effort pour s'éloigner et se rapprocher du rocher ou du môle. C'est quand il court sur son air que l'illusion est vive. On voit par de tels exemples que le sentiment de l'effort est partout à considérer dans la perception. On en trouve des exemples très précis dans l'optique physiologique, d'Helmholtz, et l'étude des illusions sur le mouvement lesquelles dépendent toujours du sentiment que nous avons de nos mouvements propres. Soyez seulement en mesure d'analyser l'effort, car le détail serait sans fin.